شحال ندير وقت ابراهيم تكون ماجد؟ انا في بالي نستناو شويه 5 مينوت ولا pour les D'accord. retardataires. On démarre vers 20h05. Ça te va? D'accord, mais je préfère نلونسوها نطلعوهم اونلاين C'est bon, là j'ai lancé on attend. j'ai lancé la diffusion là, sur YouTube. Très bien. Ah, très bien. Est-ce que tu peux vérifier déjà la canne Oui, c'est bon, ça marche. Ça marche? Ok. Oui. Allô, Ibrahim? Oh, c'est Amine. Mustafa. Très bien. Je pense qu'on a plus de 20. Je pense qu'on peut commencer la brique. Ils sont prêts. سلام ابراهيم. ومصطفى شوف نستناو 2-3 minutes راك تسمع فيا؟ histoire d'attendre un petit peu les retardataires. On démarre Inch'Allah vers 20h05. D'accord. D'accord. 20h05. صافي 20h04 عندي. Et Mustafa il demande est-ce que la vidéo sera enregistrée. Oui, elle sera enregistrée Inch'Allah. Sur YouTube et aussi Facebook TV. كاين ميوزيك ديغيغ لا ابراهيم ولا غير انا نسمعها؟ لا ما عندي والو خويا سكاتر عندي انا.
راهي جايه من عندك بصح. كيفاش؟ راهي جايه من عندك. جو تاسيور ما عندي والو، سكات راه دابا انا تسمعها. الكاميرا تاعك ماهيش تبان عندي. مازال ما درتهاش. داكور. Donc, on commence dans quelques minutes. Inch'Allah. Bon, Mustapha, je pense que c'est le moment. C'est bon, très bien. Très bien. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Donc, on va essayer de parler شويه بالعربيه. بون ماشي كاع عربيه، تفهمنا انا وابراهيم، مي اكثر لغه اسهل لغه les jeunes algériens surtout. Donc la dernière fois, on a fait une présentation. المره الماضيه درنا une présentation مع امين سمغوني sur cette page, donc la page Facebook, la page YouTube, sur les startups, d'accord, les startups en général. اليوم غادي ندخلوا un sujet un peu plus pointu sur le Docker, d'accord, pour les développeurs. Donc غادي نشوفوا avec Brahim Zahaf. Donc ماذا بينا تبدا une petite présentation. Donc ماذا بيا انت شادرت les études تاعك ابراهيم، واش خدمت rapidement في 5 minutes. اوكي تفضل ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرح لي صدري ويسر لي امري. دونك اول شيء يعني نشكر الاخ مصطفى يعني هذه المبادره. هذه المبادره يعني ديماري il y a quelques années. ديماريناها في لوسو دابا لك 4 ans à peu près. ويعني مصطفى كان عنده هذه المبادره يعني اتصل بنا وطلب منا يعني الا نجمو نديرو يعني دي ميت اب ولا دي بيتيت كونفيرونس هكا ولا دي اتولي بور بارطاجي لا كونيسونس تاعنا ولا ليكسبيريونس تاعنا مع لي جون étudiants algériens. حنا كاع كنا في لوسو قبل، كنا يعني اون دو لا ميم برومو ويعني الحمد لله لقينا هذا الانيشيتيف انتريسونت وهبطنا البلاد ودرنا كلكو كونفيرونس يعني في لوستو. تلاقينا يعني ما شاء الله يعني ترحيب من لي étudiants. Ça s'est très bien passé. Après الدعوه شويه رقدت شويه باسكو pour vous dire ثاني كنا un peu déçus. une fois à Lusto لقينا غير مصطفى يعني وحده يطيح وينوض. حنا كنا باغيين يعني كنا تمنينا وكانوا لي بروفيسور ولا لي دويان ولا لي ديريكتور تاع لونيفرسيتي يعني شويه يعطوا اهتمام لهذه المبادره. ما كناش نقراو يعني منهم جزاء ولا شكور ولا اي حاجه، يعني فقط يعني يبدو اهتمام. malheureusement c'était pas le cas. donc خلينا شويه الحاله رقدت. on était un peu déçus et bon quelques années plus tard alhamdoulilah Mustafa il voulait remettre ça en marche et il a eu l'idée en fait de faire les conférences en ligne. On n'est pas limité par l'espace ni par le bureaucratie تاعنا في البلاد. Donc l'espace internet c'est ouvert à tout le monde, on touche plus de monde
Et puis voilà, l'initiative elle est gratuite, hein. On ne touche rien du tout, c'est juste un cas, Fissabillah, elle est pour partager l'expérience Tana ou les connaissances mais le jeune étudiant algérien. Inch'Allah, toi, ça d'autres sujets intéressants, Inch'Allah, dans le futur. Alors, je vais commencer par me présenter. Ibrahim Zahaf, un des 37 ans. Je suis ex-ingénieur de l'USTO, hein, dans Fiouharan, en 2006, promo à Mustafa. Après, je suis resté un an en Algérie, puis après, je suis parti en France, où j'ai fait une maîtrise à l'université de Versailles. Et puis après, juste après, un master à l'université de Paris 11, toujours de la région parisienne. Et depuis 2009, j'ai enchaîné en fait des missions dans des grandes sociétés comme Orange, comme Virgin Mobile ou là des startups comme Caramel par exemple. Et aujourd'hui, je suis architecte logiciel, full stack. Je suis indépendant, ça fait 5 ans que je travaille à mon compte. Et je travaille aujourd'hui en tant qu'architecte pour le compte de IAD France, qui est une société, on va dire un acteur majeur de l'immobilier, de la transaction immobilière en France. Je suis aussi accessoirement fondateur de la solution Mawarit, qui est une solution peut-être qui est connue par certains parmi vous. Et je vais parler un peu de Mawarit parce que c'est aussi en fait, ça va être en fil rouge, un projet en fait qui est un vrai projet que j'ai monté en fait de A à Z, qui tourne aujourd'hui en production, qui tourne partout en fait dans le monde et qui a eu en fait alhamdoulilah beaucoup de succès, et ça va permettre aussi de vous montrer Docker en pratique, quel est l'intérêt, comment on peut déployer des applications rapidement, efficacement, avec moins d'énergie et beaucoup de facilité. Donc je sais pas, Mustafa, j'enchaîne ou tu veux dire quelque chose? Mustafa? Oui, تفضل Ibrahim. On va enchaîner? Oui. Ok. Oui. Alors, j'ai parlé de Mawarit, je vais me permettre 5 minutes de publicité. Vous allez voir, hein, c'est intéressant parce que c'est aussi, comme je disais, en fait, c'est en fil rouge. Tu as le Docker. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne sur la solution Mawarit. Alors, pourquoi Mawarit? Parce que déjà, c'est un projet, comment dire, Waqf en Fissabillah. Il n'y a pas de pub ici, il n'y a pas de business derrière. C'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça sert et quel est l'intérêt en fait, de cette solution. En fait, c'est une solution que j'ai créée, en fait, que j'ai fondée en 2016, donc il y a à peu près 4 ans, qui permet dans un premier temps, c'était destiné aux mosquées, pour équiper les mosquées avec des horloges intelligentes, pour remplacer un peu les horloges à l'ancienne, de type les tableaux avec les chiffres donc les tableaux chinois avec des chiffres rouges, voilà, qui ne ressemblent à rien, qui sont un peu, on va dire, à l'ancienne. Donc en fait, la solution, c'était quoi? C'était de rendre en fait la gestion des horaires et de la communication au sein de la mosquée avec les fidèles, avec les musallin, beaucoup plus moderne, avec une solution connectée et qui offre beaucoup plus de fonctionnalités et de flexibilité pour les mosquées. Donc, le concept, c'est quoi? C'est d'équiper les mosquées avec un écran connecté qui permet d'afficher les horaires, d'avoir l'adhan, les signaux pour l'adhan et l'iqama, les rappels, donc l'adhkar ou le hadith, les annonces et actualités. Donc tout ce qui est actualité au sein d'une mosquée, ça va être aussi affiché sur un écran. Et puis bon, on peut gérer des thèmes, il y a la météo, il y a les options, et puis il y a le contrôle à distance. Donc l'écran, on n'est pas obligé de se brancher dessus pour le manipuler, mais on peut le manipuler à distance. Et on a aussi par la suite créé une application mobile qui permet de suivre aussi les horaires et l'actualité de la mosquée, mais pas que. Donc l'écran à la mosquée ressemble à ça. Donc on a les horaires, on a les invocations, l'adhan, l'iqama, et puis l'ahadith, adhkar aussi بعد الصلاة ou بعد الإقامة ou l'adhan, et des annonces et l'actualité. L'application mobile, elle permet aussi de s'abonner à une mosquée, de suivre l'actualité, de bien sûr voir les horaires exacts de la mosquée, et aussi pouvoir trouver une mosquée autour, hein, si on est quelque part,
on peut trouver une mosquée, on peut aussi voir si, toutes les, les services qui sont présents dans cette mosquée, par exemple une salle d'ablution ou la qa'at al-nisa ou la rihan. On peut trouver par géolocalisation. Et puis on a bien sûr un back-office pour éditer ou là gérer les mosquées à distance. Et puis en fait petit à petit la solution Mawaqit elle s'est on va dire agrandie et maintenant c'est tout un écosystème. C'est pas juste un écran et puis une application, on a aussi des interconnexions avec d'autres services, comme par exemple le chat communautaire très connu qui s'appelle Discord, ou alors aussi Amazon Alexa, qui est une solution, on va dire, c'est si vous connaissez, enfin je sais pas si vous connaissez, en fait c'est une petite enceinte connectée qui permet de lancer ou de faire des actions avec la voix. Donc on peut donner des ordres et elle nous répond ou elle annonce des actions à droite à gauche. Et on travaille aussi en ce moment sur de la domotique, donc la maison connectée ou la mosquée connectée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on va pouvoir lancer des actions, automatiser des actions en fonction des horaires de prière. Je vous donne un exemple très simple. On peut, on peut activer le chauffage, par exemple, 20 minutes avant salat, avant la prière, avant l'adhan, et le désactiver 30 minutes ba'd l'adhan. Donc ça permet d'économiser déjà de l'énergie et d'automatiser cette action qui est un peu, on va dire, fatigante. Hein. Quelqu'un qui va gérer ça tous les jours, c'est pas évident, il peut oublier. Donc là, ça permet aussi de connecter. On peut avoir plusieurs cas d'usage. Hein. C'est juste un exemple. On peut allumer la lumière 10 minutes avant la prière, allumer le micro, t'as le mu'adhin. Ce genre d'action, ça peut être vraiment très pratique en fait pour les automatiser. Mawaqit aussi, aujourd'hui, elle est utilisée, on a une API, donc elle est utilisée par d'autres applications qui sont aujourd'hui qui existent dans les stores. T'as Apple ou là t'as Android. Donc voilà, c'est devenu vraiment un écosystème. En quelques chiffres, on a à peu près 4600 mosquées, entre mosquées et autres, hein, parce qu'on n'est pas présent que dans les mosquées, dans les magasins, domiciles et tout. On est présent dans 49 pays et on a à peu près 200 000 utilisateurs actifs sur Android et iPhone. Voici un peu les pays dans lesquels on est présent. On peut cliquer sur un pays pour changer la carte et voir les mosquées qui sont équipées par la solution Mawaqit dans le pays qu'on a sélectionné. Donc voilà quelques mosquées. Allah يبارك Brahim. Quelques mosquées ajoutées récemment, donc en Europe ou là partout ailleurs. On est même présent aux États-Unis, au Canada, en Asie, en Laos, en Australie, en Nouvelle-Zélande. On est alhamdoulilah partout. Donc voilà, c'est un vrai projet. Je vous le présente déjà pour faire un peu de pub, hein, vous le permettez, mais aussi parce que je vais vous montrer un peu comment c'est architecturé, comment j'ai pu en fait monter un projet qui peut encaisser des millions de requêtes par jour sur un petit serveur VPS, mais vraiment un serveur minable avec 8 Go de RAM et un petit CPU. Mais tout ça parce que, merci Docker, mais aussi il y a plein de choses autour. Ça, c'est quelques mosquées qui ont été ajoutées récemment sur la plateforme. Il y en a 4000. Et puis voilà. Bon, ça, parenthèse fermée, c'était pour vous présenter Mawaqit que je vais un peu parler de son architecture en fait tout au long de ce meet-up. Alors, je reviens à la présentation. Alors, pourquoi Docker? Alors déjà, parce que je vous ai déjà sondé en fait. Comme un sondage, de un vote. Vous avez choisi quelques sujets et le sujet qui a, on va dire, reçu le plus de votes, le sujet à Docker, l'indique, que j'ai choisi pour vous le présenter aujourd'hui. J'avais aussi proposé GitLab CI, qui est en fait une solution d'intégration continue et de déploiement continu. C'est vraiment aujourd'hui IA ou GitHub Action. Les deux solutions sont vraiment dans l'industrie du logiciel aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Pour faire de la qualité logicielle, pour déployer assez souvent son application, que ce soit une application web, donc un site internet ou là une API par exemple, c'est vraiment un must. Faire de la CI, donc l'intégration continue, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a du nouveau code qui rentre, on va le déployer assez souvent pour être plus agile, pour qu'on puisse
qui m'a détecter les régressions rapidement avant d'arriver en production. J'avais proposé Tani Varnish qui est un reverse proxy de cache qui est aussi très célèbre, qui permet de faire du cache HTTP et donc accélérer les applications web ou là les applications, par exemple les API, les applications REST ou GraphQL ou autres. Parmi les sujets aussi, j'avais proposé Cloudflare, qui est une solution aussi simple et gratuite qui vous permet de faire du CDN, du contenu distribué, on va dire, pour traduire en français. En anglais, c'est Content Distributed Network, c'est réseau distribué de contenu. Ça permet en fait de servir les assets, tout ce qui est images, tout ce qui est CSS, PDF, les servir au plus près de l'utilisateur. Donc ça permet d'accélérer aussi l'application. Donc par exemple, moi, je vais accéder à un site internet qui est hébergé en Europe. Si je suis aux États-Unis ou là en Chine, eh ben, le site lui-même sera servi depuis l'hébergement, donc depuis l'hébergement, on va dire, présent en Europe. Par contre, tout ce qui est asset, tout ce qui est image, CSS, JS, PDF, tout ça, sera en fait servi depuis le data center le plus proche de l'utilisateur. Parce qu'en fait, ces assets-là seront dupliqués sur un réseau mondial de CDN. Et ça va permettre en fait d'accélérer l'application. Donc voilà, c'était quatre sujets que j'avais proposé à Mustapha, que vous avez, parmi lesquels vous avez choisi un parmi ces 4 sujets. Peut-être on aura l'occasion, Inch'Allah, plus tard, de نتكلموا على les autres sujets, Inch'Allah, إذا كان عندنا l'occasion, Inch'Allah. Alors, j'aime beaucoup les sondages, les votes. Je vous demande en 3 minutes de faire un petit vote juste ça va me permettre en fait de savoir quelle est la population à laquelle en fait je m'adresse. Et aussi, ça va me permettre aussi de savoir votre niveau de connaissance sur Docker. Donc vous avez un QR code, vous pouvez le flasher, enfin le scanner avec votre téléphone. Ou là, par chat, Meet. Alors je vais le copier-coller. Hop. Voilà, je l'ai copié, fait chat, donc ça va me permettre en 3 minutes, on va pas rester longtemps dessus, juste pour essayer d'avoir une idée sur votre, on va dire, niveau sur Docker et aussi votre profil. Donc, juste trois questions, 3 petites questions. Ouais, 3 petites questions, pas grand chose. La première, oui. C'est quel est votre. Enfin, qui vous êtes, étudiant, professeur, professionnel de l'IT, vous êtes développeur, admin 6, chef de projet ou autre. Ou là, deuxième question, c'est est-ce que vous connaissez Docker? Oui ou non, ou un peu. Et puis, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec Docker? Est-ce que vous l'avez mis en pratique dans un vrai projet informatique? Vous voyez en fait le résultat en temps réel. Allez, on se laisse 2 minutes. N'hésitez pas. Hein. Allez, il faut voter. Là, on voit déjà qu'on est 66% d'étudiants. Ok. D'accord, personne ne travaille avec Docker. Bon, bah c'est sympa. C'est très bien, ça me fait plaisir. Comme ça me permet de vous faire découvrir la solution. Allez, encore 2 minutes. Je t'adore qui m'a dit.
Ok, on verra plus tard, Inch'Allah, mais au moins on a une idée sur les personnes qui sont connectées. Je continue la présentation. Hop, je reprends. Alors pour les questions, pourquoi j'en parle maintenant? Vous pouvez poser les questions tout de suite, c'est-à-dire au fil de l'eau que je fais la présentation. Vous pouvez poser vos questions sur le chat, bien sûr. Moi, ça me permet en fait de rendre un peu cette présentation dynamique avec l'interaction. Pendant 1 heure. Ça me permet aussi d'interagir avec vous, de répondre à vos questions au fil de l'eau. Et puis à la fin, bien sûr, on aura une session, t'as les questions-réponses pour approfondir peut-être quelques aspects ou quelques sujets, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas, allons-y, mettez vos questions sur le chat. Et moi, je vais essayer, Inch'Allah, de répondre au fur et à mesure. Alors, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi Docker? Alors, Docker, c'est une plateforme logicielle open source qui vous permet de créer, de déployer et de gérer des applications dans des containers virtualisés sur un système d'exploitation. Ça veut dire quoi tout ça? Vous connaissez déjà probablement la virtualisation classique via de la VMware ou de la VirtualBox, c'est-à-dire en fait installer plusieurs systèmes d'exploitation sur un seul système d'exploitation, sur une seule machine qui va porter tous ces petites VM par-dessus. Donc en fait, maintenant c'est devenu un peu, enfin ça existe toujours, hein, on fait encore de la virtualisation, on va dire lourde, parce que Docker c'est de la virtualisation légère. Ce schéma par exemple, je ne vais pas trop vous casser la tête avec les schémas parce que on va aller plus dans la pratique, mais au moins ça vous permet de voir un petit peu la différence entre les deux. Sur une virtualisation classique avec de la VM, la virtual machine, on a une machine, donc un serveur ou un ordinateur simple, à la maison par exemple. L'ordinateur fait un système d'exploitation, d'accord? Et dans ce système d'exploitation, on va venir installer plusieurs d'autres systèmes d'exploitation. Donc là, vous voyez en fait ici ce qu'on appelle les guest OS, les systèmes d'exploitation invités. Alors, ces systèmes d'exploitation, ils vont partager le matériel, donc la machine physique, donc ce qu'on appelle le compute, tout ce qui est processeur, la RAM ou là le disque. Mais ils ne vont pas partager le noyau, le système d'exploitation. D'accord? Donc, ils vont partager que le matériel. Et puis après, dans chaque VM, on va installer une application. Alors, pourquoi la virtualisation? C'est pas juste pour faire de la virtualisation pour nous faire plaisir, c'est aussi pour l'intérêt, on va dire, essentiel ou important de la virtualisation, c'est de séparer nos applications. C'est pour ça, en fait, ici, vous voyez app numéro 1, app 2, app 3. Donc, on ne va pas, par exemple, installer sur un même operating system d'exploitation, mais installer une base de données, un serveur web, un PHP, un Java, on met tout dedans, et puis s'il y a de la machine en panne, et ben, le service. L'intérêt, c'est quoi? C'est de séparer ces briques, ces services. Une base de données dans une VM, un Nginx ou un Apache dans une autre VM, un Tomcat ailleurs, par exemple un Elasticsearch ou un RabbitMQ, tout ce qu'on veut comme service, on peut les éparpiller un peu sur des VM, et comme ça, si jamais il y a un seul service qui tombe, bah, le gros service, on va dire notre application, continue à tourner. C'est ça l'intérêt principal de la virtualisation, mais aussi de pouvoir monter en charge, c'est-à-dire encaisser le trafic. Ce qu'on appelle en fait le scale. Scaler, donc c'est un mot anglais, on ne peut pas dire scaler, mais on le dit quand même. Scaler en horizontal. Et on peut scaler aussi en vertical. Ça veut dire quoi? Quand on scale en horizontal, quand on subit un trafic important, vous avez un site internet Mithal, le site internet, on va dire en temps normal, il reçoit, on va dire, 100 000 requêtes par minute. D'accord? Mais vous avez ce qu'on appelle les heures de pointe où vous avez plus de trafic. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La machine TACOM, elle ne va pas encaisser le trafic. Parce que la capacité TAHA ne le permet pas. Scaler à l'horizontale, on va ajouter des VM. Donc on va monter une VM depuis un snapshot, on va monter une VM, et puis une autre, et puis une troisième, et une quatrième, pour pouvoir encaisser la charge.
Et puis dès que la charge est tombée, on va enlever des VM. Et on revient à la normale, c'est-à-dire avec 2 VM ou la 3 VM qui font tourner notre application, notre site internet ou notre API par exemple. Alors, ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce que rapporte Docker par rapport à la virtualisation classique? Docker, c'est aussi de la virtualisation, mais ce qu'on appelle la virtualisation légère. Ça veut dire qu'on n'a pas des vrais systèmes d'exploitation qui sont greffés par-dessus d'un autre système d'exploitation. On a des containers légers. Et dans un container, on peut installer une application. Idéalement, une seule application. On ne peut pas installer 36 000. Pareil, le même principe que la virtualisation classique. Donc, Docker, c'est quoi? Donc, on a un Docker Engine. Docker, il est installé sur une machine haute, donc physique, avec de la mémoire, du CPU, du disque. On va dire Docker pour orchestrer en fait les containers. Mais vous voyez en fait ici, il n'y a pas cette la brique head. C'est-à-dire on l'a fait sauter. Donc on n'a plus de guest OS. On n'a que des containers installés, des applications installées dans des containers. Je regarde en même temps s'il y a des questions. Mustapha, si tu vois des questions, n'hésite pas à m'interrompre. Comme ça permet. Wahed a يقول que le live sur Facebook est bloqué. Amin Tana. Mustafa, apparemment le live sur Facebook est bloqué, donc je ne sais pas si tu peux regarder ça. Oui, Ami, j'essaie de le régler, on y va comme le lien sur YouTube. Okay, voilà. Donc je continue. Donc ce que rapporte Docker, c'est la légèreté de la virtualisation. Les containers Docker, par rapport à la virtualisation classique, consomment beaucoup moins de mémoire et de CPU. Donc on va gagner, on va économiser les machines physiques terrain. Là, par exemple, quand on installe un OS, comme un OS, il a un minimum requis en termes de ressources. Si tu installes un Windows ou un Linux, Ubuntu, il y a 1 giga de mémoire minimum, ou 2 gigas, ou 2 CPU minimum. D'accord? Le Docker, il ne va pas exiger ça. Parce que, c'est quoi l'intérêt? Docker, il partage le noyau, le système d'exploitation qui va l'héberger. Contrairement à la virtualisation classique, là, on partage vraiment et le matériel et aussi le noyau, le kernel, le système d'exploitation hôte. Donc c'est ça en fait un peu la différence majeure entre la containerisation légère ou la virtualisation classique qu'on a connue depuis longtemps. Alors, quelques points sur Docker. Il est open source, ça j'ai déjà dit. Il est gratuit. Alors oui et non, parce qu'il existe 2 versions. Il existe la Community Edition, qui est une version gratuite. Elle contient quasiment toutes les fonctionnalités de Docker. On a la Docker Enterprise Edition. C'est une version destinée aux entreprises, elle est payante. Ça apporte pas grand-chose par rapport à la Community Edition. Ça apporte uniquement du support et quelques fonctionnalités dédiées aux entreprises. Donc pour un développeur, il n'a pas besoin de la deuxième version. La CE, elle est très bien faite même pour les entreprises. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on utilise aussi la Community Edition sans problème. Il y a une communauté très très forte, active, qui participe au quotidien au développement de Docker. Que ce soit par la contribution, c'est-à-dire le développement, ou l'analyse en fait, du code, par exemple pour détecter les problématiques, tout ce qui est par exemple problématique de sécurité ou là des bugs ou là des virus, parce que on a déjà trouvé des virus sur des containers Docker. Et puis aujourd'hui, Docker c'est des millions de téléchargements par jour, c'est un truc phénoménal, c'est utilisé partout dans les entreprises. On l'utilise aussi aujourd'hui dans le cloud, que ce soit pour déployer des applications, pour faire de la compte. Je vous ai parlé tout à l'heure de GitLab CI. Et GitLab CI ou la GitHub Action utilise la virtualisation pour automatiser le déploiement de l'application sur un environnement de test, de staging, de pré-production et aussi de production. Donc voilà par rapport à ce que c'est Docker. Alors quand on parle de Docker, on parle de 2 choses, 2 principes importants. Les containers et les images. Une image, c'est pas une photo, une image Docker, c'est une image système. C'est un snapshot, c'est l'équivalent d'un snapshot d'une VM. C'est un ensemble de fichiers en read-only, donc on ne peut pas écrire dedans.
on va pouvoir les télécharger, c'est automatique, hein, on ne va pas spécifier, on va pas dire téléchargez-moi cette image, mais Docker il va le faire à votre place. Une image, une fois qu'elle est téléchargée sur la machine, on va dire locale ou sur un serveur, on peut derrière pouvoir instancier des containers qui sont une copie virtuelle de l'image. Donc l'image, en fait, c'est le socle, c'est la base. Donc on a tout dedans, en fait, on a un système d'exploitation léger. On peut avoir un Debian, on peut avoir un Ubuntu, on peut avoir ce que vous voulez, en fait. Un CentOS, tout ce qu'on peut imaginer, on peut le trouver sur Docker. Donc ça, c'est l'image de base. Et après, on a les containers. Les containers, comme je disais, en fait, c'est une instance manipulable dans laquelle on peut mettre des applications. On peut en créer des dizaines. On n'est pas limité. On est limité uniquement par le compute, hein, le processeur et la RAM, mais on n'est pas limité par le nombre. Donc on peut instancier dans une machine plusieurs containers. Alors je récapitule. Le container, c'est une instance. C'est comme pour les développeurs qui connaissent le développement orienté objet. Vous avez en fait une classe et une instance. Donc on peut faire le lien, enfin on peut, on va dire, comparer la classe de votre code à une image et l'instance de votre classe à un container. Voilà, tout simplement. Donc comme je disais, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, hein. Que ce soit en français ou l'arabia ou en anglais, aucun problème. Voilà, moi je parle en français mais je parle tanishouya b'darija. Donc n'hésitez pas à poser vos questions avec la langue que vous voulez, aucun problème. Donc je pense qu'on a pas mal parlé, on va montrer un petit peu ce que ça donne en pratique Docker. Moi j'aime bien faire de la pratique. Je suis architecte et développeur pendant 10 ans, donc la pratique c'est un peu mon dada. Alors. Exactement, c'est surtout ça. Les jeunes qui t'adressent على les containers, etc. mais يقولوش لا راهي يقول d'accord. Donc allô, قلت لك كي تقول لهم les containers, un système d'implémentation, des VM, etc. donc يشوفوها flou. Donc il faut donner des exemples pratiques. Voilà. Non, c'est prévu. On va faire pas mal de pratiques. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne réellement et après je vais même vous montrer un vrai projet en production. C'est le projet Mawarit que j'ai présenté en préambule. Je vais vous montrer un peu comment c'est structuré, comment j'ai fait l'architecture, comment j'ai fait mes choix de dessiner l'architecture du logiciel et comment tout ça s'interconnecte en fait pour faire un vrai projet qui tourne en production. Donc je disais, alors on va faire un peu de la ligne de commande. Pour installer Docker, c'est hyper simple. Soit vous êtes sur Linux, sur une Debian par exemple, ou la Ubuntu, vous pouvez faire un sudo apt-get install Docker. Ça permet d'installer le Docker Engine, donc le moteur Docker. Ou alors, vous êtes sous Windows, c'est un exécutable, vous allez sur docker.io, vous téléchargez Docker. Est-ce que Docker aide à l'équilibrage de charge? Exactement, je vais en parler. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est ce qu'on appelle le scale, le fait de scaler une application en termes, quand votre application subit une forte charge, ça va permettre d'instancier plusieurs containers alors les containers ne seront pas sur la même machine, bien évidemment, ça ne sert à rien. On va instancier des containers un peu partout, on ne sait même pas où ils sont, si on veut faire du cloud. Mais par contre, si on veut gérer, nous, notre infra Docker, c'est à nous de décider où le container doit se lancer quelque part. Et ça permet de lancer plusieurs containers Docker et donc répartir la charge sur la totalité de nos containers. Et puis on peut scaler à l'horizontale jusqu'à arriver à absorber la charge. Une fois que la charge ou le trafic baisse, on va killer, on va tuer les containers. On ne va pas les laisser tourner. Ça ne sert à rien de les laisser tourner. Donc c'est tout l'intérêt en fait de Docker. Vous allez voir, en fait, je vais en parler, mais n'hésitez pas à poser des questions, aucun problème. Donc je disais, pour installer Docker pour Windows, c'est un exécutable. On télécharge, on installe. Pour macOS, c'est pareil, un petit binaire, on met dans le répertoire application, ça s'installe tout seul, c'est hyper simple. Maintenant, comment on peut lancer un container? Depuis tout à l'heure, je parle de container, c'est quoi un container? Je disais, c'est une instance du Nima System. Donc là, par exemple, si on veut lancer un container tout simplement pour faire des tests, c'est pas ce qu'on va faire tous les jours, hein. Là, ce que je vais vous montrer, en fait,
c'est la base. Mais tout à l'heure, vous allez voir, en fait, pour industrialiser un peu ça, on ne va pas rester sur la ligne de commande classique. Hein. Mais là, c'est pour vous montrer un peu en pratique ce que ça donne. Alors, Docker, et puis on écrit la commande run, donc Docker espace run, -it. I, c'est pour dire interactive. T, c'est pour dire tu me laisses dans un terminal. RM, c'est pour dire une fois que je quitte le container, il faut le détruire. Il ne faut pas le laisser tourner, qui va me consommer de la mémoire. Et c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir monter des containers et puis les détruire une fois qu'ils sont plus utiles. Notamment quand il n'y a plus de charge sur notre serveur. On peut lui donner un name, un nom. Là je vais l'appeler démo. Et puis en fait, maintenant je vais préciser. Donc j'ai mis des couleurs pour différencier en fait les différents éléments en fait de la commande. Donc en fait, là, le PHP 2.7.1 FPM Alpine, c'est une version, c'est une image. C'est une image basée sur le système d'exploitation Alpine, qui est très connu, qui est un système d'exploitation hyper léger, d'une taille de 40 mégas à peu près. C'est vraiment très très léger comme système d'exploitation dockerisé. Donc là, je vais préciser en fait une version, c'est une Alpine dans laquelle il y a un PHP. Et après les 2 points, je vais préciser la version. Donc j'ai le nom de mon image, elle s'appelle PHP, et puis 2 points, 7.1-FPM-Alpine. Tout ça, c'est la version. Donc après, je vais vous montrer en fait sur Docker Hub comment on peut récupérer les versions. Et puis en fait, je peux lancer à la fin, soit je lance une commande dans ce container. Donc là, je vais lancer juste une commande qui s'appelle php-v. C'est pour montrer en fait, pour afficher la version de PHP qui est installée dans mon container PHP, dans mon image PHP. D'accord? Donc là, je vais juste demander à Docker de m'exécuter la version de PHP, enfin la version php-v dans mon container. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé là? Docker, concrètement, il a monté un container, il a créé une instance de l'image Docker PHP de la version 7.1-php-fpm-alpine. Ça, c'est la version. Il a monté ce container, il est rentré dedans, il a exécuté une commande qui s'appelle php-v, et puis après, il est sorti et il a détruit le container. On ne le voit plus. D'accord? Si je veux rester dans mon container, je mets à la place de php-v, je demande en fait un shell, tout simplement, sh. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, il m'a monté mon container et il m'a laissé dedans. Donc là, si je lance des commandes, si je fais un ls-l par exemple, je ne suis pas sur ma machine hôte, je ne suis pas sur mon Ubuntu, mais je suis dans mon container. D'accord? Et là, je peux me balader dedans. Par exemple, moi, l'arborescence /var/3w/html n'existe pas chez moi sur ma machine hôte, mais elle existe dans mon container. Si je veux quitter le container, je fais exit et je sors du container. D'accord? On peut imaginer plein de cas d'exécution, en fait, de lancer un container et exécuter des commandes dedans. Mais là, c'est pas le but, hein, c'est juste de vous montrer en fait comment ça fonctionne de manière plus simple. On peut aussi, par exemple, j'ai donné quelques exemples de commandes très pratiques, visualiser en fait toutes les commandes, toutes les images qui sont présentes sur ma machine. Parce qu'il faut savoir en fait quand je lance un container, si l'image n'existe pas, il va essayer de la télécharger depuis un hébergement qui s'appelle Docker Hub. Je vais en parler juste après. Donc si je fais Docker image ls, ça va m'afficher toutes les images déjà présentes sur ma machine. Là par exemple, on peut identifier une Debian, on peut identifier par exemple un PHP, un Nginx, on peut aussi voir que j'ai un Elasticsearch. Un Elasticsearch, c'est un moteur de recherche, donc il est installé dans un container aussi. Donc en fait, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai pu avoir un PHP sans installer un PHP. Sur ma machine, j'ai pas de PHP. Si je fais php-v, il ne trouve pas la commande PHP. Parce que moi, j'ai jamais installé un PHP chez moi. Par contre, ça m'a permis en fait de de faire du PHP sur ma machine en étant dans un système de virtualisation, sans pour autant l'installer en local. Donc voilà, ça permet de voir les images qui tournent, et puis les images qui sont téléchargées. On peut aussi lancer la commande par exemple ps. Ça va vous permettre en fait de voir les containers qui sont en ce moment qui sont opérationnels ou qui tournent sur la machine. On peut lancer par exemple la commande dockerstat.
Cette commande permet de voir des statistiques sur les containers qui tournent. Combien mon container Nginx consomme de CPU, combien il prend de mémoire, et puis de l'IO, hein, les entrées-sorties disques, puis le pourcentage de la mémoire, Elasticsearch aussi. Là on remarque que Elasticsearch il prend 1 giga 5 de mémoire, ainsi de suite. Voilà quelques commandes pratiques pour démarrer avec Docker. Après on va voir un peu comment industrialiser tout ça, le rendre un peu plus simple à manipuler au quotidien. Alors, je vous ai parlé de Docker Hub, il y a deux éléments aussi importants. On a parlé de Docker, de l'image, du container. Maintenant, on va parler de Dockerfile et Docker Hub. Dockerfile, c'est quoi? C'est un fichier dans lequel on va écrire, on va définir en fait notre système d'exploitation. Je dis système d'exploitation, en fait, c'est vrai, mais en même temps, c'est faux. On n'est plus dans un vrai système d'exploitation. On est dans la containerisation légère. Il faut vraiment avoir ça en tête. Mettre al bin un vrai système d'exploitation et un container ou là une image Docker. Mais je vais quand même parler des systèmes d'exploitation parce qu'au final, on va définir notre système d'exploitation à partir d'une image Docker. Vous allez voir, en fait, on va spécifier un Debian, un Ubuntu, donc ça reste quand même un système d'exploitation. Donc le Dockerfile est un fichier, donc je disais, dans lequel on va définir les composants d'une image Docker. Une image Docker, soit elle est toute faite, on va pouvoir la télécharger et l'utiliser parce qu'elle était construite, elle était buildée par la communauté, soit on va l'image système TAM, l'image Docker. Et puis après la partager avec soit la communauté, soit avec nos collègues au travail. Donc moi je peux monter par exemple une image Debian avec du PHP dedans, avec un composer, ou là avec du Java, Hibernate, ou ce que vous voulez en fait. Je crée mon image, après je la partage avec les développeurs, comme ça l'application elle va tourner sur le même environnement. Il n'y aura pas un décalage, tiens, tu as installé la version PHP 7.1, puis ça a la version 7.2, donc quand on exécute le code développé sous PHP 7.1, une fois qu'il est exécuté sur 7.2, ça ne va pas fonctionner. Donc là, le but, c'est aussi de partager un même environnement entre développeurs, entre collègues au travail, entre nos différents environnements, que ce soit l'environnement de testing, l'environnement à la recette, l'environnement production, ou là en pré-production. On a le même environnement qui est dupliqué partout. Donc on a peu de risques que l'application ou là, le code qui a été écrit sur la machine locale par le développeur plante sur un environnement de production. Parce qu'on on a gardé le même environnement partout, y compris sur la machine locale par le développeur. Alors je vois une question. Est-ce que Docker, ça j'ai répondu. La gestion c'est par Kubernetes. On va parler de Kubernetes à la fin, donc je ne vais pas répondre tout de suite. Donc Dockerfile, je vais vous montrer en fait le fichier que j'ai créé pour Mawarit. Je vais tout le temps parler Mawarit parce que c'est un vrai exemple. Donc un Dockerfile, ça ressemble à ça. Voilà. Là c'est un petit Dockerfile. On peut avoir un Dockerfile qui fait des dizaines de lignes, voire des centaines, mais on peut en trouver sur internet. Hein. Mais là pour l'image système, ou le système d'exploitation Docker que j'utilise pour Mawarit, c'est un petit fichier qui me permet de faire quoi? De lister en fait les actions que je veux dans mon image. Donc la première chose, c'est la directive from. C'est-à-dire on va spécifier la base de notre image system. Je peux prendre l'exemple de Debian. Je vais dire voilà, je veux une distribution Debian. Quelle version? Et bien soit je mets la test pour dire la dernière version, mais attention, ça c'est dangereux, parce que à chaque fois que vous poolez en fait, que vous faites un pool, c'est-à-dire vous téléchargez l'image système, soit Andekenta ou un collègue, ça va télécharger la dernière version de Debian. Donc il peut y avoir une différence entre toi et le collègue TEAC. C'est pour ça qu'il faut toujours spécifier une version figée, fixe. Là par exemple, je peux dire la version 9.0 par exemple. Je vais vous montrer après comment on récupère les versions. Je ne vais pas l'inventer de ma tête, hein, c'est des vraies versions. Donc ça, conseil, toujours spécifier une version figée. Et quand vous voulez monter en version, il faut vraiment la tester. Puis une fois qu'elle est testée et approuvée,
partageوها مع les collègues تاعك ولا en production. On peut spécifier le working dir, en fait c'est le dossier de travail, l'espace de travail. Ça je ne vais pas en parler, hein, c'est un petit détail. Et après on peut, par-dessus de cette image, on peut installer d'autres extensions, ou là d'autres logiciels, ou là d'autres applications, tout simplement. Parce que l'image de base, par exemple, ne contient pas un Git, ou là, un SSH, ou là, un Composer, ou là un PHP image magique, par exemple. Donc ça permet en fait d'enrichir l'image de base et ajouter par-dessus les logiciels ou les actions, enfin les extensions qu'on veut, qui sont nécessaires pour notre application. La petite remarque, vous voyez en fait que je choisis vraiment les extensions que je veux, et même leur version. Donc quand je partage mon image à d'autres collègues, ils vont exécuter leur code sur la même version de l'extension PHP, ou là de l'extension image magique, ou là de Git, ou la SSH, ou là ce que vous voulez. Puis après, on peut aussi, en fait toujours avec la commande run, on peut spécifier qu'on veut aussi installer via npm, que vous connaissez, hein. npm c'est le gestionnaire de version, enfin le gestionnaire de package des librairies JavaScript. Donc on peut via npm faire un npm install. Par exemple, là j'installe Uglify CSS et Uglify-ES. D'accord. Et puis on peut imaginer juste une question, Brahim. Oui, oui. Oui, donc Dockerfile, c'est pour créer les containers. Ça c'est pour créer les containers ou bien pour préparer l'environnement? Non, Dockerfile, c'est pour créer des images. Les containers, c'est une instance d'une image. D'accord. La base, ça reste une image Docker. Voilà. Et après, on va pouvoir lancer les containers comme je disais tout à l'heure. Donc, dans ce même... Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, n'hésite pas à me relancer. Donc, je peux aussi, par exemple, ajouter un run mkdir pour créer un dossier. Dans mon application, je peux créer un dossier qui s'appelle /test. Et puis, on peut imaginer plein de choses, en fait. On peut imaginer voilà, tout ce qu'on veut, en fait, pour enrichir notre image système. Donc voilà à quoi ça ressemble un Dockerfile. Je reviens sur la présentation. Et aussi, on va parler de Docker Hub. Donc Docker Hub, c'est un outil SaaS, Software as Service, qui permet aux utilisateurs de publier leurs images Docker, mais aussi de bénéficier des images déjà existantes. On peut publier une image en mode privé ou là en mode public. C'est-à-dire, il a quand une image système que je veux partager que à la société TI, et ben là, je ne vais pas la rendre publique. Peut-être qu'il y a des choses, on va dire, confidentielles dans cette image. Donc je vais la publier en privé. Et là, en fait, on crée ce qu'on appelle un registry. Un registry privé qui est dédié à notre entreprise. Et en fait, il n'y a que nous qui avons accès à l'espace où là le registry. Donc je disais, on peut créer sa propre image, et Docker Hub, on va aller dessus pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là je suis sur mon espace privé, hein, donc j'ai une image que j'ai créée moi-même, que j'ai poussée en fait sur le Docker Hub, mais je peux aussi chercher d'autres images. Je peux chercher une Debian. Donc voilà, il me propose, c'est un peu long, ça va arriver, voilà, une Debian. Et là en fait, je vous parlais tout à l'heure des versions. Voilà, il me propose aussi une Ubuntu. Si je rentre dedans, je vais pouvoir en fait voir les versions disponibles à Debian. Les versions, ils sont là. On peut voir que, par exemple, qu'on a une Buster, qu'on a une Bullseye, qu'on a une Slim, une 8.1 Slim, une 8-Slim, et ainsi de suite. C'est comme ça en fait qu'on va définir la version. Tout à l'heure, j'avais choisi Debian. Je peux ici prendre la version 10 Slim, par exemple. J'ai du mal à copier-coller. Je reviens sur mon Docker, et là, j'ai choisi une Debian. Et là, je lui dis c'est la 10, pardon, c'était comment déjà, c'était 10-Slim. Voilà, c'est comme ça qu'en fait que je choisis mon image et que je choisis en fait la version.
Et si je cherche par exemple, je sais pas, un Ubuntu pareil, hein, je tape Ubuntu, si je cherche une image PHP dans laquelle j'ai tout ce qui concerne en fait pour tout ce qui est nécessaire pour faire exécuter ou déployer une application PHP, je peux choisir PHP et j'ai une multitude en fait de versions. J'ai des Alpine légères, j'ai des Debian, j'ai des versions PHP avec plein d'extensions déjà préinstallées. J'ai pas besoin d'aller installer extension par extension. J'ai besoin de la librairie GD, bah, j'installe PHP-GD. J'ai besoin, par exemple, si je suis sur Java et j'ai besoin d'Hibernate, bah, pareil, ou de Spring, ou enfin peu importe en fait les choses que je veux installer. Là, ça prend beaucoup de temps. Et puis un autre développeur qui veut exécuter votre application, lui aussi, il va faire tout ce que vous avez fait, tout le temps que vous avez pris pour installer plusieurs extensions, il va refaire la même chose. Alors que là, il a une image Docker, il fait Docker Run, il a déjà tout ce qu'il faut pour faire tourner votre application. Donc, maintenant on va parler des volumes. Donc c'est une notion importante aussi dans le Docker. Les volumes, c'est quoi en fait? C'est pour simplifier, c'est le partage de fichiers entre containers, ou là entre votre container et votre machine hôte. Il faut savoir en fait quand vous lancez un container, vous écrivez dedans, par exemple, je lance un container MySQL, d'accord, une base de données, qui est déjà préconfigurée, j'ai tout ce qu'il faut dans mon image. C'est une image Debian par exemple, et par-dessus il y a un MySQL. Je lance mon container MySQL, ou là Postgres, ou là ce que vous voulez, et après je vais créer ma base de données dedans. Une fois que je sors du container, il sera détruit. Une fois le container est détruit, je perds toutes les informations que j'ai déjà écrites dedans. Donc c'est pas persistant. C'est très important d'avoir ça en tête. Les containers ne persistent pas les données. Donc il y a un risque de perdre les données une fois qu'on est sorti du container. C'est pour ça qu'il y a la notion de volume. Pour persister les données qui sont écrites dans le container terna, on va les persister dans la machine hôte. Donc par exemple, on peut partager le /lib/var ou /bin/mysql sur la machine hôte, comme ça si jamais on sort du container, bah, la base de données elle est persistée, elle est toujours là. Alors comment monter un volume? C'est très simple, l'argument --volume, et puis on précise le chemin ternaf la machine hôte, mais le chemin intérieur sur le container. On peut aussi préciser si on veut que le volume soit en écriture, ou là en écriture-lecture. Donc R c'est pour read, et W c'est pour write, donc read-write, ou là si on veut juste read-only, on fait RO pour read-only. Et puis pareil, comme tout à l'heure, on précise l'image et la commande qu'on veut. Ici en fait on a un petit schéma qui illustre mes dires. En gros on a notre container qui va aller chercher les datas sur le file system de la machine hôte, et à chaque fois qu'on le monte, il va aller chercher les données dedans. Si on n'a pas fait de volume de partage, il ne va rien trouver, donc votre volume il sera vide. Et pareil, on peut faire aussi du partage de fichiers sur mémoire. Donc avec le TMPFS, en fait c'est du montage mémoire, hein, c'est pour aller plus vite. En général, on va monter des petits volumes de données sur de la mémoire, mais pas des grosses quantités de data sur de la mémoire. Hein. C'est juste pour faire du volume rapide, on va dire, ou de l'écriture rapide. Donc on a parlé de Docker, des images Docker, des containers, de Dockerfile, de Docker Hub. Maintenant tout ça c'est beau, mais vous allez voir en fait, vous avez vu en fait, c'est lancer des commandes manuellement, c'est juste fatigant, et on va pas faire ça tous les jours. On peut le faire, hein, on est développeur, on peut le faire rapidement pour tester une application, pour tester une version de PHP, pour aller vite fait en fait taper des commandes Java dans un container, ok. Mais pour industrialiser des projets, ça ne tient pas la route. Il faut passer sur du Docker Compose. Alors ça veut dire quoi Docker Compose? C'est un logiciel qui va nous permettre de créer facilement une infra Docker. Quand je dis une infra, c'est une multitude de services autour qui vont s'interconnecter pour faire fonctionner une application. Donc ce qu'on appelle en fait les services, au final en fait ce sont des containers. Hein. Quand vous entendez les services dans un Docker Compose, ce sont des containers. Alors ce fichier en fait il est écrit en YAML. YAML c'est un format de fichier texte indenté, c'est-à-dire on a
Il est bien structuré, comme un tableau, avec des clés valeurs. Là, c'est un peu abstrait, je vais vous montrer un exemple. Et toujours avec Mawaqit, hein, l'exemple de l'infra Docker Mawaqit. Avant ça, je vais vous montrer un schéma. Comment j'ai structuré en fait l'architecture Mawaqit. Comment j'ai imaginé en fait cette architecture pour tenir de la charge sur un petit serveur. Alors au départ, c'était vraiment un petit serveur. Hein. Dernièrement, on a upgradé la version du serveur. Mais au départ, c'était un petit VPS, un virtual serveur avec 8 Go de mémoire et 2 cœurs. Et on tenait des millions de requêtes par jour. On a atteint même 120 millions de requêtes par mois. Alors là, en fait, ce que vous voyez ici, en fait, c'est mon serveur, Mawaqit, et dedans, j'ai plusieurs services, les containers. Donc là, c'est un peu parlant. J'ai le Docker Engine qui est là, et autour, j'ai lancé plusieurs containers. Donc j'ai lancé un container MySQL, j'ai lancé un container PHP. Donc vous voyez, en fait, on ne mélange pas les choses. Dans un même container, je ne vais pas trouver mon PHP et le MySQL en même endroit. Ils sont splittés dans des services, on va dire, cloisonnés. Il y a une séparation بيناتهم لكن يكومونيكي هذو les services يكومونيكوا مع بعضهم بعض. Donc هنا مثال تشوفوا كاين un Nginx qui est un serveur web. Un Nginx il va je vais mettre je sais pas si vous voyez ma souris. Donc le Nginx il va communiquer avec un PHP qui est un container aussi Docker. PHP il va communiquer avec le SQL, et pareil Oui. avec qui fait Mustafa T'as dit ok. Non, il y avait une coupure. Non, il y avait une coupure, c'est tout. D'accord. C'est bon. Et puis j'ai un Elasticsearch, c'est un moteur de recherche ultra rapide qui est basé sur Lucene, qui permet en fait d'indexer des data, des gros volumes de data et pouvoir chercher dedans d'une manière ultra rapide. Et donc en fait tous ces containers ils vont s'interconnecter, ils vont communiquer entre eux. Là ici en fait il n'y a pas la notion de scalabilité, c'est-à-dire la montée en charge, mais ce qu'on peut imaginer par exemple, si mon PHP ne tient plus la route, ou là par exemple mon Elasticsearch il est à bout parce qu'il y a trop de trafic, il y a trop de requêtes qui arrivent au même moment, qu'est-ce que ça va faire en fait l'infra? Elle va instancier un autre container Elasticsearch qui est une copie conforme de l'image de base, donc qui est équivalente au container de départ, et après ça va lancer un deuxième, un troisième, pas forcément sur le même serveur, mais sur un serveur ailleurs, qui n'est pas forcément non plus sur le même data center. Ça peut même être des data centers qui sont éparpillés partout dans le monde en fait. Un data center en Europe, ou les États-Unis, la Chine, et j'ai mon application qui tourne en même temps en Europe et en Chine et aux États-Unis, ou l'Afrique, c'est-à-dire on a des data centers l'Afrique. Donc voilà, c'est ça en fait la notion de scalabilité, le fait de monter plusieurs containers pour tenir la charge. Et tout ça en fait, bien sûr, c'est derrière un reverse proxy, on utilise des API externes, et on a aussi même un Docker qui tourne dans un autre serveur qui fait office de serveur mail, donc c'est un petit container aussi, dans lequel il y a un serveur mail qui tourne. Alors pour installer ce serveur mail, en fait il faut savoir que pour avoir un serveur mail, c'est un parcours du combattant. C'est pas du tout évident. Pour monter un vrai serveur mail qui va distribuer vos mails, la plupart du temps on va partir sur des services payants. Sur Mawaqit on a fait le choix de monter notre propre serveur. Mais c'était en fait un jeu d'enfant. Pour avoir un vrai serveur mail qui tourne sur Docker, il n'y a rien à faire. Il y a juste à charger un petit Docker Compose qui va définir toutes les composants. Donc on peut avoir le système d'exploitation lui-même, et puis tous les logiciels qui sont autour, ils sont déjà préconfigurés. Et en fait, un simple Docker Compose up et tout tourne sans problème. Donc pour revenir sur mon Docker Compose, qui est mon fichier en fait qui va définir mon infra, et vous voyez en fait c'est dans mon code, j'ai déjà en fait mon Dockerfile et j'ai mon infra qui est défini dans mon Docker Compose. Voilà à quoi ressemble mon Docker Compose. .yaml. Donc en fait on va commencer par définir la version. On va définir, je vais essayer d'aller vite hein, parce qu'il est déjà 21h. J'ai défini un PHP, donc c'est un service donc, qui va monter un container, dont je peux lui donner un nom. Et là en fait,
je vais lui préciser où aller chercher l'image. Et en fait là, c'est une image locale que j'ai définie, que je vous ai montré tout à l'heure, les كانت في الدوسية تاعي docker هنا php mon dockerfile. Donc là, si vous remarquez, ici, j'ai le répertoire Docker et dedans /php-fpm. Voilà, si on vient ici, Docker et php-fpm. Puis on peut définir quelques actions, comme par exemple le redémarrage automatique, des variables d'environnement, le dossier de travail et les volumes. Je vous ai parlé tout à l'heure des volumes. Ici, au lieu de mettre une ligne de commande qui fait 1 km pour définir l'image système, la version, les différents volumes, parce qu'on peut en avoir plusieurs, ici je définis tout ça dans un fichier et ça va permettre de faciliter en fait la gestion de mon infra. Donc là par exemple, pour le PHP, je lui dis tu prends le dossier local, le point, qui est tout ça en fait, tout mon code, et tu le mets dans le /application dans mon container. Et pareil, si j'ai une configuration, par exemple, .ini pour PHP, pareil, je vais aussi la mettre dans un endroit dans mon container. Et je vais passer les détails. Pareil aussi, j'ai défini un Nginx. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'infra, ici. Là, c'est exactement ce que j'ai défini dans mon fichier. Donc je lui dis, enfin, tu me prends un Nginx, tu vas l'appeler Maverick Nginx. L'image, au lieu d'être en local, là par contre, c'est une image distante. Quand on veut du local, on met build, deux points, et on précise le dossier dans lequel il se trouve Dockerfile. Quand on veut une image distante, depuis le Docker Hub, voilà, n'oubliez pas, hein, je vous ai parlé du Docker Hub tout à l'heure, là je précise le nom de mon image et la version. Donc Nginx version Alpine. D'accord ? Pareil, les volumes, et puis je peux définir les ports, c'est-à-dire ce que je veux exposer comme port interne vers l'extérieur. D'accord ? Là, mon Nginx, il écoute sur le port 80 en local. Par contre, je veux que mon Nginx soit exposé sur le port 10001 à l'extérieur. J'ai monté aussi une base de données basée sur MySQL 5.6. Pareil, les volumes, la gestion des ports. Et puis j'ai un Elasticsearch. L'image Elasticsearch, elle est aussi en fait, c'est une image distante. Et la version 6.8.6. En développement, j'ai besoin d'un mail dev pour attraper les mails, pour pouvoir les visualiser sans que les mails soient envoyés au destinataire, parce que je suis en développement. D'accord ? Donc ça, à quoi ça ressemble un peu un Docker Compose. C'est léger, ça permet de centraliser toute votre infra, tous les services que vous utilisez dans un seul et même endroit. Il y a un outil qui s'appelle Nux, je ne sais pas comment on peut en prononcer ça, .io, qui vous permet en fait de dessiner votre infra avec d'une manière très, on va dire, ludique et simple, sans écrire vraiment votre fichier. Vous avez juste en fait des schémas, en fait, des composants à bouger, interconnecter, vous pouvez ajouter, enlever, et puis votre fichier en fait, on peut voir là rapidement, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Voilà, vous avez un Docker Compose vide, et vous commencez en fait à ajouter des composants dedans. Je peux chercher par exemple un PHP, ou chercher un Debian. Voilà, je prends mon Debian, je l'ajoute. Voilà, il me crée un composant Debian et il m'ajoute tout de suite en fait le service dans mon Composer, dans mon Docker Compose. Je peux ajouter un MySQL. Voilà, je fais une recherche. Voilà, je prends la version MySQL, on va dire officielle. Hein. On voit bien ici 1 milliard de téléchargements. Ça veut dire qu'on est sur une valeur sûre. Et puis comme ça, on peut interconnecter les services entre eux, créer une dépendance. Et automatiquement, vous voyez en fait votre fichier Docker Compose, il est en train de se construire. On a juste à le copier-coller après et puis l'ajuster si nécessaire. Voilà, c'est un outil très pratique. Moi personnellement, je n'utilise pas parce que j'aime bien en fait écrire, maîtriser mon fichier. Mais pour ceux qui aiment l'interface graphique, bah, c'est vraiment super pratique.
Alors, tout ce que je viens de vous dire, en fait, vous avez peut-être constaté, en fait, que mon infrastructure, elle est versionnée, elle est dans mon code. Et ça, c'est très important. Très important pour un développeur, ou là, un administrateur système, ou là, un DevOps, qui est un terme assez à la mode en ce moment. Un DevOps qui a besoin de comprendre comment l'application Terraform elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle a besoin comme service. Moi, on dit un site web. Comment je peux savoir s'il a besoin d'un Apache, ou d'un Nginx, ou d'un MySQL, ou d'un Postgres, ou là, je ne sais quoi, en fait, comme service, pour pouvoir tourner. Et bien ça va me permettre, directement, quand je vois le code, j'arrive dans une équipe de développement. D'accord? Vous êtes aujourd'hui étudiant, demain vous allez être dans une entreprise, vous arrivez, vous êtes nouveau. Vous avez un projet déjà qui tourne. D'accord? Vous êtes nouveau, vous ne comprenez rien. Si ils ont bien fait les choses, et attends, compris le code, vous faites un git pull, un git clone, et dans le code, vous allez pouvoir déjà voir l'infrastructure. Comment est architecturé l'infra pour faire tourner de l'application. C'est pour ça, quand je dis infra dans le code, c'est hyper important, c'est vraiment à la mode. Il faut vraiment que vous puissiez en fait définir votre infra dans votre code, on va dire, applicatif, que ce soit PHP, Java, Go, Python, ce que vous voulez. Il faut qu'on arrive à identifier en fait votre infra directement dans votre code. Donc là, en fait, on voit ici tout le code PHP de l'application Monolith. J'ai plein de fichiers, j'ai mes fichiers PHP, tout ça, mais en même temps, j'ai mes Docker Compose. J'ai un Docker Compose pour le développement, pour la pré-production, pour la production et pour le Raspberry. Parce que Monolith tourne aussi dans un Raspberry et donc et aussi en Docker. D'où l'intérêt, en fait, voilà, vous voyez en fait qu'on est en train de déployer une application sur des serveurs, mais aussi sur un petit boîtier Raspberry. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, le petit boîtier qui permet de faire plein de choses géniales. Donc c'est un petit ordinateur avec une carte mère toute petite. Et là, en fait, on peut faire tourner du Docker dedans, sans problème. Donc mon application qui tourne sur un serveur hyper puissant qui fait, je sais pas, 16 CPU avec 32 Go de mémoire, ça peut aussi tourner dans un petit boîtier qui ressemble à ça. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, mon écosystème, enfin mon application, elle va, on va dire, transiter, vivre dans des différentes infrastructures, mais toujours le même environnement. Alors attention au virus. Docker, c'est génial, mais il n'est pas à l'abri en fait de quelques problèmes. Il y a quelques années, une entreprise qui est spécialisée dans la cyber, on va dire, tout ce qui est en fait sécurité logicielle, ils ont identifié quelques images qui étaient infectées par des virus et qui étaient même utilisées dans des grosses boîtes. Donc il faut faire attention quand vous choisissez votre image système. D'abord, il faut voir le besoin, est-ce qu'elle répond à votre besoin. Il y a un chiffre très parlant, c'est le nombre de téléchargements. Qui les Docker Hub, une image a été téléchargée 10 millions, 20 millions de fois, c'est une valeur sûre. Donc voilà. Si vous voyez une image qui est assez récente, qui a été téléchargée, je sais pas moi, 100 fois, 1000, 2000 fois, il faut faire attention. Parce qu'il y a des malwares en fait qui sont déjà hébergés dans des images Docker. Pour aller plus loin, il y a un frère qui m'a parlé tout à l'heure de Kubernetes, par Amin. Il m'a parlé de Kubernetes, donc justement pour aller plus loin avec Docker. Donc là c'est un peu l'industrialisation, on va dire simple, légère, maîtrisée, qui coûte pas cher. Donc Docker Compose. Maintenant, si on veut faire une vraie industrialisation dans des grosses boîtes, on va trouver des solutions comme Docker Swarm ou Kubernetes. Bon, Kubernetes ou Kubernetes, chacun le prononce comme il veut. On n'est jamais d'accord là-dessus. L'écosystème, en fait, ces outils-là, en fait, maintenant sur Docker, c'est tout un écosystème avec plein d'outils et pour orchestrer les containers, pour pouvoir monter un container, le détruire, créer plusieurs pour la scalabilité, pour avoir pour encaisser la charge du trafic, et bien ce sont les solutions idéales pour faire ça. On a Docker Swarm, on a Kubernetes, on peut les tester, c'est gratuit. Hein. Kubernetes c'est une solution de Google et Docker Swarm ça vient de Docker, de la core team qui développe Docker.
Voilà, moi c'est cette présentation est terminée. Avant les questions, je voulais vous montrer en fait rapidement comment on peut facilement installer une application basée sur Docker via Docker Compose. Parce que tout à l'heure je vous ai parlé de Docker Compose, mais je ne vous ai pas montré un exemple, on va dire concret. Je vais aller aussi en production pour vous montrer un peu comment ça tourne. Donc là par exemple, je vais dans mon dossier projet. Alors, projet. Alors, je vais créer un. Je vais créer un répertoire qui s'appelle Moabit Test. Je vais rentrer dedans. Non, c'est pas celui-là. C'est un répertoire vide, hein, vous pouvez le voir. Qu'est-ce que je vais faire en fait maintenant? Imaginons que vous êtes développeur, vous arrivez dans une boîte qui a bien fait les choses avec Docker et tout. Vous allez voir, c'est génial, en fait, c'est très simple. D'abord, il faut bien sûr clone le projet. Donc, on va faire un git clone. Est-ce que je l'ai quelque part? Malheureusement, je ne l'ai pas ici. Est-ce que je l'ai ici? Voilà. Je vais faire un git clone pour récupérer le projet. Tac. Donc là, je récupère mon code. Ça va prendre quelques secondes. Et après, par un simple make install, je vais pouvoir installer tous les composants de l'application, donc toutes les librairies nécessaires, et aussi monter l'infra en local et pouvoir avoir la possibilité de faire tourner le projet sans rien installer. Sachant que j'ai du PHP, du Nginx, de l'Elasticsearch, du MailDev, on peut avoir du RabbitMQ, on peut avoir du Postgres, on peut avoir en fait enfin plein de logiciels nécessaires à mon application. Et là, j'ai besoin juste de faire un make install pour installer mon application. Donc, j'ai aucun effort à faire à part ça. Alors, qu'est-ce que ça va faire quoi le make install? Donc, c'est pas magique. Hein. J'ai un fichier makefile dans lequel j'ai défini comment installer l'application. Je vais chercher le make install. Il est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va lancer un fichier SH. Il y a quelques lignes dedans. Je vais créer en fait une copie, enfin un lien symbolique de dockerdev, de dockercompose.yaml vers dockercompose.dev.yaml, et puis faire un docker up-d-build, tout simplement. Le reste, c'est que pour installer la librairie, et là, c'est pour vérifier que ma base de données est déjà, on va dire, prête pour pouvoir écrire dedans et préparer les data, enfin les données nécessaires, ce qu'on appelle les fixtures. Donc, allez, je lance mon make install. Voilà ce qu'il a fait. Alors, j'ai déjà des containers qui tournent. Il faut que je stoppe tout, sinon ça ne va pas fonctionner. Alors. Ce que je vais faire ici. Vous avez vu, hein, en fait, quand il a vu des containers qui tournent déjà, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit il y a un conflit. Donc, je ne peux pas lancer le même container avec le même nom sur la même machine. Donc il faut toujours donner des noms différents. Là, je vais l'arrêter, mes containers qui tournent déjà dans Moabit. Je fais un docker-compose down, c'est pour les killer, pour les arrêter. D'accord? Et là, je reviens sur mon. Donc, il dit le make install, donc il va créer. Le make install, dedans, il y a docker-compose up. Le up, c'est pour créer les containers, pour créer, déjà, aller télécharger les images. Comme les images, elles sont déjà téléchargées chez moi, donc il va les trouver dans le cache, il ne va pas retélécharger de nouveau. Mais pour quelqu'un qui installe pour la première fois, ça va prendre un peu plus de temps, il va aller sur Docker Hub, télécharger toutes les images et aussi builder l'image locale. Si vous vous souvenez, en fait, j'avais créé une image en local avec un Docker file. Dedans, j'ai défini toutes les étapes, toutes les steps de l'image théorique. Et puis maintenant, ce qu'il va faire, il va la builder, il va la construire à partir du fichier. Donc je refais mon make install. Voilà. Là, tout va bien. Ce qu'il a fait, en fait, il a exécuté mon Dockerfile. Souvenez-vous, il y avait un from. Dans le from, il y avait PHP. Alors, s'il me laisse un peu présenter. Voilà. Il y avait PHP Docker, machin, la version de l'image system avec la version. Il y avait un workdir application.
il y avait un run apt-get update, et puis installer Git, installer SSH, installer Composer, installer MySQL et ainsi de suite. Et puis après, à la fin, il a fait un npm install pour installer Uglify et Uglify ES. Dans mon image, hein, ça c'est la partie Dockerfile. Et après, il a vu que mes containers, donc MySQL, Elasticsearch, PHP, Nginx, il existe déjà. Et ben, il a tout simplement créé une instance de chaque image. Et là après, en fait, il a installé il est en train d'installer les librairies nécessaires à mon projet. Parce que je fais tout simplement un composer install dans mon fichier install.sh. Vous voyez, en fait, par un simple make install, j'ai pu installer tout un projet avec plein de complexité sans avoir besoin d'aller installer et configurer en fait l'interconnexion entre PHP, Nginx, ouvrir les ports, activer les bonnes extensions, l'extension GD, l'extension ImageMagick, l'extension MySQL, Postgres, aller aussi configurer le Nginx pour aller ajouter des paramètres, ou là le MySQL, ou là l'Elasticsearch aussi. Il y a plein de configurations à faire pour faire fonctionner un projet. Là, je n'avais pas besoin de ça en tant que nouveau développeur qui arrive dans une boîte. J'ai eu juste besoin à faire un make install et à la fin, j'ai un projet qui tourne. Donc là, voilà, il me dit à la fin, tu as un mail dev qui tourne sur le port 10003. Si je clique dessus, eh ben, je vais aller voir que mon mail dev est lancé quelque part. Alors, attendez, hop. Je vais copier-coller le lien, c'est plus simple. Général, tac. Voilà, j'ai un mail dev qui tourne en local sur le port 10003. Mail dev permet en fait de catcher, d'attraper les mails pour qu'ils ne se partent pas ailleurs. Donc c'est juste pour avoir une interface graphique pour voir les mails qui sont envoyés depuis mon application. Et l'application elle-même, elle tourne sur le port 1000. Alors il est où? Voilà, 10001. Je copie-colle le lien. Tac. Voilà. Sur le localhost, avec déjà des données qui sont préconfigurées. Alors il a oublié une étape, je pense. Voilà, c'est bon. Donc voilà, j'ai le site qui tourne en local. J'ai eu besoin juste de faire un make install. Je peux aller dedans, je peux me connecter. Voilà, c'est fonctionnel. J'ai le back-office qui fonctionne, j'ai la page, j'ai même l'API qui fonctionne aussi. Voilà, tac. Tout est fonctionnel sans problème avec du Docker. Tout ça, ça tourne du Docker. Donc, si je regarde un peu qu'est-ce qui tourne sur ma machine, ici, là où j'ai fait l'installation, je fais juste un Docker compose PS. Et là, je vois tout de suite quels sont les containers qui ont été démarrés, sur quel port il écoute. Donc là, j'ai le port 10003 pour MailDev, 10001 pour l'application elle-même, donc le PHP et le Nginx, 10002 pour la base de données, et j'ai un Elasticsearch qui existe parce qu'il y a un petit problème de volume, et j'ai aussi, c'est tout. Voilà. Si je fais un Docker stat, ça me permet de voir les statistiques en fait des images, des containers qui sont en train de tourner sur ma machine, et combien ça consomme de mémoire, de CPU et tout ça. Voilà, cette présentation est terminée, cette démo aussi est terminée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez le chat pour les poser, c'est plus simple que de les poser par la voix, parce que bon. avoir du mal. Je commence par poser une question. Ibrahim, non. Voilà. Donc est-ce que l'objectif d'un Docker, c'est juste pour faciliter l'installation de l'environnement, c'est-à-dire l'image, les containers, la configuration, etc. Est-ce que c'est la relation entre développeurs, relation entre développeurs-testeurs? Tout à fait. Alors déjà, le Docker, c'est un kiff des développeurs. L'objectif, il y a un objectif. Pour un développeur, علاش يستعمل Docker؟ علاش ما يستعمل normal؟ C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour simplifier déjà l'installation de l'environnement, mais pas que.
quand ton code que tu as développé en local, comment tu vas t'assurer qu'il va tourner correctement dans un environnement de production? C'est un travail, on va dire, c'est un grand travail pour vérifier que tu as toujours les mêmes versions. C'est un casse-tête, tu as les administrateurs système. Il faut que la version de PHP TAC, en local, soit exactement la même en production. Exactement la même dans un environnement de test. Tu as la recette. Exactement la même qui est dans un environnement d'intégration continue. Pareil pour les extensions. Pareil pour tous les services que tu as créés. Alors que quand tu définis ton infra dans un fichier, le même fichier, tu vas le déployer partout sur les environnements TAC. Et comme ça, tu vas t'assurer avec la même version, tu as PHP, tu as les extensions, tu as MySQL, tu as Nginx, tu as Java, ce que tu veux, qui est la même sur tous les environnements. Et ça, c'est hyper important. Parce que la plupart des bugs, la majorité des bugs, le développeur, il dit que ça tourne bien chez moi. Le fameux ça marche chez moi. Il dit que on a développé, tu as très très bien. Une fois en production, une fois déployé sur une échelle, on va dire, importante, et là, il y a des bugs. On ne comprend pas pourquoi. Et souvent, c'est lié à l'infra. C'est lié en fait à les versions de logiciels, par exemple, qu'on a installées, le PHP, les extensions, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'intérêt, on va dire, principal, en plus de le fait de partager son infra avec ses collègues, et aussi de faciliter le déploiement d'applications dans un environnement à fort trafic. Comme je disais tout à l'heure, Kubernetes, ça va permettre de scaler rapidement avec une simplicité et une rapidité extraordinaire par rapport à la VM classique. Faut savoir que pour monter une VM, ça prend des minutes, hein, alors que pour monter un container, ça prend des secondes. Donc, par exemple, il a donné un exemple, Mawaqit, par exemple. Donc, Mawaqit, tu as développé. Voilà. Donc, tu as développé l'application, tu as préparé l'environnement, avec les fichiers, Dockerfile, Docker, etc., Docker Compose, etc. Donc, qui devrait installer les mosquées, par exemple. Donc, il suffit de. Alors, les mosquées, c'est autre chose. Alors, les mosquées, soit elles sont connectées. Et donc, ils vont utiliser la version connectée. Donc, il n'y a même pas d'installer quoi que ce soit. Ils vont se connecter directement au serveur et récupérer leur panneau, tu as les horaires. Soit ils sont en version locale, c'est-à-dire ils n'ont pas d'internet. Et en fait, cet environnement il est déjà préinstallé dans ce boîtier, le Raspberry Pi. Comment il est installé? En fait, moi j'ai préparé une image système, une image Raspbian, dans laquelle il y a déjà Docker et dans laquelle il y a déjà Docker Compose, Dockerfile, tout le logiciel qui est installé avec un make install tout simplement. Et puis après, quand il y a des nouvelles versions, il faut rentrer dans le Raspberry. Se brancher dessus, soit à distance via TeamViewer par exemple, ou là te brancher directement avec un clavier ou une souris, ou dire un update tout simplement. Et cet update, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer des containers Docker. Il va stopper les containers, il va faire la mise à jour et puis il va les relancer. Donc c'est comme ça que ça m'a permis en fait, Docker. Qui fâche? Donc, c'est-à-dire il Docker utile, c'est-à-dire pour le déploiement. Exactement. Voilà, donc c'est facile. On va dire c'est le principal intérêt aussi de Docker, c'est déployer facilement des applications sans avoir besoin de se soucier de l'infra, de l'environnement sur lequel tu déploies, parce que tu maîtrises ton environnement. En fait, tu déploies et le code et l'infra au même moment. D'accord. Donc la première des choses, c'est la relation entre les développeurs, bien le développeur, testeur, etc. Je suis le même environnement, c'est ça. Exactement. Alors, deuxième point, le déploiement, c'est ça. Le déploiement, la scalabilité, donc l'équilibrage et surtout la montée en charge, le fait de pouvoir encaisser de la charge, et aussi quelque chose de très important quand on fait de l'open source. Quand on développe. Encaisser de la charge, c'est-à-dire créer plusieurs containers sur plusieurs serveurs. Exactement, d'une manière très automatisée. Tu n'as rien à faire, en fait, c'est l'orchestrateur, Kubernetes ou Docker Swarm, qui va gérer ça à ta place. Il va voir en fait que tu atteins la limite. Par exemple, tes containers ils sont en train de ramer. Le maximum, tu as la capacité de il va automatiquement lancer un container, et puis un deuxième et un troisième pour encaisser la charge TAC, les heures de pointe. Sur la même machine? Non, justement, c'est pas le principe.
Parce que si ta machine est en train de ramer, ça sert à rien de lui rajouter. En fait, tu peux, il n'y a pas de problème, mais c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de lancer des containers dans des machines différentes. Donc, par exemple, tu as 3 serveurs qui tournent en production et tu n'en as besoin qu'un seul qui va tourner plusieurs choses en même temps. Mais en même temps, ce serveur a la capacité. Donc, Kubernetes, par exemple, il va voir que le serveur Hadoop il est un peu libre et tiens, je vais lui envoyer 2-3 containers pour pouvoir tenir la charge. Donc, ouais, il est préconfiguré, il sait qu'il a des machines physiques quelque part. Tu vas lui donner juste en fait l'accès réseau à ces machines. Et lui automatiquement, il va sonder ces machines, voir s'il y a de la capacité. Et en même temps, dès qu'il voit qu'il y a de la charge à contenir, il va envoyer des containers dessus. Et je disais tout à l'heure aussi, Mustapha, c'est qu'aujourd'hui on fait beaucoup de l'open source. C'est-à-dire on développe des applications ou là des composants ou là des librairies qu'on partage avec la communauté internationale. Voilà. Avec Internet, on partage nos applications parce qu'on veut que ça soit approuvé par la communauté, parce qu'on veut de l'aide, on veut des pull requests, des gens qui vont nous aider à développer notre application. Et là, si tu leur donnes juste du code, c'est compliqué. Après, il faut leur expliquer qu'est-ce qu'il faut faire dans un fichier README. Voilà, il faut installer PHP, telle version, il faut installer Java, telle version, il faut avoir l'espace disque machin, il faut aussi la version MySQL, Postgres. Là, tu n'as pas à leur dire quoi que ce soit. Tu leur fournis ton Docker Compose, tu leur dis, voilà, ça tourne sur Docker, ils savent qu'il faut installer Docker, ils savent qu'il faut installer Docker Compose, et tu fournis un make install tout simplement. Et ça s'installe tout seul. Donc ça va faciliter aussi le partage d'applications, le partage de savoir, et aussi de faire grandir, parce qu'au départ, Maverick c'était aussi open source. Après, on a fait le choix de rendre le code privé pour différentes raisons, on n'a pas le temps d'évoquer. Ça va faciliter aussi l'entraide. Les gens qui vont voir ton code, si c'est facile pour l'installer, c'est facile aussi pour contribuer. Mais il y a plein d'autres intérêts, il n'y a pas que ça. Moi, voilà, on n'a pas le temps de tout dire, mais voilà, c'est l'essentiel. Voilà. نعرفش نفهموا l'utilité تاع دوكر باش نستعملوا دوكر. Vous avez des questions? Alors sur le Meet, Google Meet. Pas de questions. Moi j'ai pas accès Facebook ni au chat YouTube. Je te laisse voir. C'est des questions. Bon, Salah Ben Amira, donc pourquoi rajouter une image OS et recommander qu'on crée sa propre image, sachant qu'il y a déjà l'OS de la machine host. Tu peux répéter la question? Donc, pourquoi rajouter une image OS? Oui, donc, mais j'ai pas vu, attends. Voilà, avec Google Meet. C'est bon. Salah, 20h15. Petite question. Pourquoi rajouter une image OS et recommander quand on crée sa propre image, sachant qu'il y a déjà l'OS de la machine? Justement, en fait, ta machine, c'est pas la machine TAC, c'est pas la même qui est à la collecte. Donc, on a une machine peut-être Windows, tu as un Linux ou un macOS. Donc déjà, l'environnement il est différent. Donc si je veux partager mon application avec mes collègues, et là avec d'autres personnes qui vont contribuer au projet, si je leur fournis une image système, c'est la garantie comme quoi ils vont exécuter mon code sur un même environnement. Peu importe la machine externe, peu importe l'OS externe, Windows, macOS, Linux, Ubuntu, Debian, au final je vais leur donner une image système unique qui est exécutable, qui va tourner sur leur machine hôte sans problème, parce qu'on fait abstraction de la machine qui va accueillir en fait notre Docker. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Mohamed, mais en tous les cas, c'est très recommandé en fait, parce que voilà, ça permet d'avoir un même environnement qui tourne partout. Mostafa Ben Saad, merci beaucoup pour la présentation. Merci pour la présentation. Karima. Donc c'est une collègue Ma'ana Fisco, donc voilà, Karima Ben Mabrouk. Donc merci pour la présentation. Donc, dans le cas d'un partage en mode RW, read-write, n'est-il pas possible d'avoir une perte de données? Non, alors du moment où tu partages
machine haute, bien sûr, sauf si tu détruis les datas sur ta machine haute, les données ne sont pas perdues, elles sont justement persistées. Read-write, c'est pour que le container puisse écrire dedans, parce que si tu lui dis juste on lit dans le livre, le container il ne peut pas écrire dedans, il ne peut que lire. Ça en fait c'est dans le cas pour protéger les datas, pour que les containers qu'on va monter, ils ne vont pas altérer les données terminales. Par exemple les fichiers de configuration, on n'a pas intérêt que le container, malencontreusement, via un code PHP ou la Java ou un code shell, il va aller écrire dans un fichier de configuration. C'est pas le but. Un fichier de configuration il est fait pour être persisté une fois pour toutes et juste en lecture. On va juste le lire pour pouvoir paramétrer notre application ou notre operating system. Mais on ne va pas écrire dedans. Contrairement à une base de données, une base de données, on va lire, on va écrire, on va modifier les données. Donc c'est pour ça qu'il faut le mettre en read-write. Est-ce que je peux participer à l'appel s'il vous plaît? Je n'ai pas compris la question de frère Mustafa. Salam alaikum. Ma question est est-ce que je peux parler? سمعوني باش تكون لا كيسيون تاعي. تفضل. بارك الله فيك على la présentation الاولى même monsieur Ali Hassan. Bon, ma question est je travaille sur un projet de fin d'études pour créer une plateforme à base de microservices en utilisant Docker et Kubernetes. Donc tout ce que vous avez parlé, je l'utilise sur le projet de fin d'études. J'ai un petit problème. C'est que je travaille sur Laravel. عندي la plateforme تاعي قسمتها على des microservices. Chaque microservice عندها la base de données تاعه. و je travaille sur Laravel. كي تكون عندي modification ولا حاجه est-ce que je dois à chaque fois rebuilder l'image تاعي باش تكون عندي في déploiement? Je sais pas si vous avez compris. Oui, alors je pense que j'ai compris ta question تاعك. Oui. Est-ce que c'est nécessaire pour faire tourner l'application تاعك? Parce que l'application ماشي l'image système. Oui. L'image تاع Laravel تاع الميكروسيرفيس اللي باغي نخبيه. Oui, mais Laravel, c'est juste un framework, c'est du code PHP. D'accord? Il n'a rien à voir, il n'a pas un lien direct avec l'image système qui va le faire tourner. Donc, ton code, il va bouger, il n'y a pas de problème. Oui. Du moment il est compatible avec l'image système, tu ne vas pas la bouger. Une fois que ton application elle tourne, elle marche dans l'environnement que tu as créé, même si ton code, le code TAC, il va évoluer, bien sûr, il va évoluer parce que tu vas créer de la valeur tous les jours, tu vas créer des features, des fonctionnalités. Oui. Mais l'image système TAC ou le container TAC, il est toujours compatible. Sauf un jour, par exemple, tu vas utiliser, je donne un exemple simple, tu vas utiliser dans Laravel une librairie qui nécessite une version de PHP supérieure. Toi, l'image système TAC, elle était basée sur une version 7.1 de la PHP. Ouais. Demain, tu as un vendeur, une librairie Laravel qui va utiliser, qui va, on va dire, nécessiter une version minimum de ta PHP qui est la 7.2, bah là, ton image système, elle est plus compatible. Donc il faut upgrader l'image système. D'accord. C'est ça ma question, merci beaucoup pour la réponse. Parce qu'à chaque fois que tu modifies le code, que tu regardes Dockerfile, Non, pas besoin. Ça prend du temps. Comme vous le savez, ça prend du temps. Bah, si tu modifies ton Dockerfile, oui, il va identifier, enfin Docker, ce qu'il va voir. Docker, il va stocker en fait la version Dockerfile TAC, il va stocker ce qu'on appelle un hash. C'est-à-dire, il va stocker une version hachée, une version encodée, si tu veux, ou cryptée, de ton fichier, quelque part. S'il voit que tu as modifié ton fichier Dockerfile, il va rebuilder, parce que pour lui, c'est une nouvelle version. Mais si tu ne touches pas à ton Dockerfile, même si tu fais Docker-build ou la Docker Compose -build pour lui demander de rebuilder ton image, il ne va pas le faire. Il est intelligent, il va voir que tu n'as pas modifié ton Dockerfile, ben, il va voir que tu as déjà une version récente qui est à jour. D'accord. Donc il ne va pas le faire, sauf si tu le forces. Parce que tu peux quand même faire -build, -force-recreate, et là il va recréer ton image à partir du début, à partir de la version initiale. Il va tout rebuilder, ça prend du temps forcément, et, surtout si tu as une machine assez faible en termes de ressources. Bah, c'est un peu contraignant et fatigant de faire ça systématiquement. C'est pas nécessaire. Merci beaucoup. Je t'en prie, Très bien. Donc, je pense que c'est un étudiant de Libre Abbas, tu penses? Mustafa, oui ou non? La dernière question, c'était un étudiant de Belgrade.
allez dans le chat. مانيش نسمعك ابراهيم. قلت لي كاين étudiant من بلعباس il pose une question, c'est ça? ولا سي هو مصطفى بن سعد. مصطفى بن سعد هو ان étudiant من بلعباس. Après je vois une question تاع رضوان بالبشير. بالبشير me dit Oui, Rضوان Belbachir, c'est un collègue. C'est un collègue. معنا, oui. Est-ce que j'ai compris alors, à ce que j'ai compris, c'est un mélange entre GitHub et les VM. Cependant, je voulais savoir comment les versions sont gérées entre développeurs, s'il y a des push et des get. Alors, GitHub, ça n'a rien à voir. Hein. GitHub, on est d'accord, c'est juste un hébergeur de code. Que tu choisis GitHub, Bitbucket ou autre, c'est ton problème. C'est rien à voir avec la virtualisation et Docker. Là, c'est pour versionner ton code. Et dans mon code, il se trouve que j'ai aussi mon infra. Je définis mon infra. Donc c'est pour ça, en fait, quand je vais git clone, je vais récupérer en fait le code sur lequel je vais travailler. Bah, j'ai déjà l'infra et le petit make install me permet de up tous les services simplement, efficacement, sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit, à part Docker et Docker Compose. Donc voilà, GitHub n'a rien à voir en fait dans cette histoire. Par contre, effectivement, bah, il permet de versionner ton code et aussi ton infra. Donc, quelle que soit la solution, c'est nécessaire pour partager du code, mais pas pour partager, on va dire, de la virtualisation ou quoi que ce soit. Et effectivement, si tu modifies toi ton infra, imaginons, tu développes une application, et un jour, tu avais besoin d'ajouter un service. Je donne l'exemple de RabbitMQ. RabbitMQ, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un broker, c'est un système de communication asynchrone entre services. Excusez-moi, je vais juste fermer ça. Donc, je disais en fait, RabbitMQ, ça permet de communiquer entre services. Le frère là qui parlait d'architecture microservices, les services peuvent communiquer d'une manière synchrone, c'est-à-dire directement, je l'appelle, j'ai la réponse, ou d'une manière asynchrone. Je fais la demande, et puis je ne sais pas à quel moment elle sera traitée. Ça, c'est pour expliquer un peu à quoi sert RabbitMQ. On a l'équivalent, par exemple, Kafka, qui est aussi très connu pour faire de l'asynchrone. Donc là, si j'ai besoin d'ajouter RabbitMQ, parce que mon application, je veux faire de la synchronisation, je suis moderne, je veux faire ce genre de truc, et ben je vais ajouter un service RabbitMQ dans mon Docker Compose. Donc là, on va faire rapidement l'illustration de ce que je viens de dire. Voilà, je crée une nouvelle entrée, je copie-colle, tac. Je crée mon service RabbitMQ. Je vais lui donner un nom, RabbitMQ underscore NoRabbit par exemple. Et puis je vais aller chercher l'image dans Docker Hub. Imaginons qu'elle s'appelle RabbitMQ et je vais choisir la version, par exemple 3.5.0. D'accord ? Et j'ai pas besoin d'exposer quoi que ce soit comme port parce que c'est de la communication inter-container. Donc voilà, simplement j'ai défini un nouveau service qui est nécessaire à mon application. Après, qu'est-ce que je vais faire ? Et bien forcément, je vais pousser mon code. Je vais faire mon git add, voilà, mon git add, et puis mon git commit. Et je vais commit en fait le changement que je viens de faire. Donc j'ajoute un RabbitMQ. Mon collègue, qu'est-ce qu'il a à faire ? Juste un git pull, il récupère mon fichier Docker Compose, et après il fait de nouveau un make install, ça va ajouter un nouveau container RabbitMQ, ça va l'interconnecter automatiquement, j'ai rien à faire parce que mon collègue il a déjà pensé à tout, et mon application elle va tourner, parce que sinon elle va pas tourner parce qu'elle nécessite un service qui s'appelle RabbitMQ et elle va pas le trouver. Donc voilà, c'est comme ça qu'on échange entre collègues notre infra et notre code, tout simplement. Voilà, je pense que c'était la dernière question. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Barakallah Fikum, pour votre présence, votre attention. Et Inch'Allah, à plus tard, peut-être qu'on fera d'autres présentations ensemble, Inch'Allah, Mustafa, qui est très actif en ce moment. Le confinement, on a besoin de Merci beaucoup, Brahim. Mais juste pour clôturer, Madabik,
كاين Docker Compose, Docker File, Docker Hub, Docker Volume. Donc, كل واحد عطينا l'utilité تاعها rapidement. En deux mots. En deux mots. Donc, Alors, Docker Compose, Docker File, Volume. Je commence par là-haut. Alors, on a le Docker Engine, qui est le moteur Docker. Donc, c'est le logiciel qui permet de faire tourner vos containers et votre infrastructure. D'accord? Le Docker Engine, il faut l'installer. Donc, il faut l'installer. D'accord. Voilà, il faut l'installer, apt-get install, l'exécutable sous Windows ou le binaire pour macOS. D'accord? Dans Docker, après Docker Engine, on a le Docker Hub, qui est un service vraiment à part, c'est du cloud, c'est un hébergeur d'images. Ça permet à tout développeur de builder son image et la partager avec la communauté. Comme aujourd'hui, on trouve donc, une image Debian, une image SQL. Gratuitement. Voilà. On a Docker File qui permet... Brahim, gratuitement Gratuitement. Gratuitement. Tout à fait. C'est gratuit, c'est un service, c'est ce qu'on appelle en fait software as a service. C'est un logiciel installé, on va dire, sur le cloud et qu'on peut utiliser gratuitement. Et puis on a Dockerfile. Donc Dockerfile, c'est le fichier dans lequel on va définir notre image. Si j'ai une image custom que je veux moi, comme j'ai fait pour Mawarit, je veux greffer par-dessus des petites extensions, des petites librairies, je veux installer un NPM, je veux aussi ajouter quelques librairies JavaScript par exemple, et ben je vais aller prendre une image de base, parce qu'il faut toujours une image de base, une Debian, une Ubuntu ou autre, et puis ajouter en fait mes extensions. Ça c'est le Dockerfile. Après on a le Docker Compose. Le Docker Compose permet de définir ou de dessiner en fait son infrastructure simplement. Au lieu de taper de la ligne de commande à chaque fois, Docker Run, Docker Stop, Docker machin à chaque fois, et puis écrire tous les volumes, les ports, l'image et toutes les commandes qu'on veut, là Docker Compose il est là pour simplifier la création d'une infra pour faire tourner une application, que ce soit une application web ou une API REST par exemple, un GraphQL ou autre. D'accord? Et pour finir, il y avait aussi la notion de volume. Le volume, c'est juste pour partager du disque avec les containers ou avec la machine hôte. Donc c'est un montage disque si vous voulez en fait pour simplifier. J'ai parlé aussi des containers images, donc la différence entre une image et un container. L'image, c'est le snapshot, elle est en read-only, on ne peut pas écrire dedans, c'est juste le build de votre Dockerfile ou de Dockerfile d'une autre personne. Il est buildé, il reste en local, sur du cache local. Donc Docker, il va voir si l'image existe, il va aller la chercher et puis monter son container. S'il voit que l'image n'existe pas, il va la télécharger depuis Docker Hub, la ramener le disque tag local et puis créer le container depuis l'image. Je pense que c'est à peu près toutes les notions qu'il faut retenir. Après, bien sûr, la documentation, elle est hyper riche, elle est en anglais, mais c'est vraiment très complet en termes de... Ce qui fait la force d'un écosystème, c'est la documentation. Quelque chose qui n'a pas une documentation ne fonctionnera jamais. Parce que à part que dans un forum, c'est pas suffisant. Docker, vous allez dans la documentation, c'est hyper riche en termes d'informations. Il y a ce qu'on appelle le quick start, ça vous permet de démarrer rapidement. Après, il faut approfondir ses connaissances si on veut aller plus loin. Mais franchement, ce que je vous ai donné ici, pour un développeur, ça suffit. Pour quelqu'un qui est un peu DevOps, qui est un administrateur système, mais en même temps développeur, qui touche un peu aux deux, on peut aller plus loin. La documentation Docker Compose aussi, elle est très complète. Vous tapez Docker Compose, vous tombez sur la documentation officielle. Elle est complète, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment très complet comme documentation. Donc voilà, après, il ne faut pas s'arrêter là. Il y a des vidéos aussi sur YouTube intéressantes en français ou là en anglais pour approfondir ses connaissances. Bon, juste une dernière question, Brahim. Wow. Sur Google Meet. Non, alors, il y a deux voilà, questions. Donc, est-ce qu'on peut avoir notre... Il y a la première question, tu as oui, Brahim. WMEFT10
qui nous dit est-ce qu'il y aura d'autres sur Kubernetes? C'est-à-dire, si j'ai bien compris, est-ce qu'il y a d'autres présentations sur Kubernetes? Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas un spécialiste du Kubernetes. Je suis resté un peu sur l'utilisation classique, on va dire, en Docker Compose. Je n'ai pas eu l'occasion de travailler dans une entreprise sur Kubernetes, mais voilà, j'ai des notions, mais je ne suis pas un vrai spécialiste. Peut-être si plus tard j'approfondis un peu mes connaissances sur le sujet, je peux vous partager tout ça, Inch'Allah. Le but, c'est juste de partager les connaissances, hein. On n'est pas là on n'est pas des cadors ou là des gros spécialistes de ces technologies, mais voilà, chacun qui a un minimum d'informations, il peut la partager, c'est déjà intéressant. Et la dernière question, toujours de la même personne, il nous dit est-ce qu'on peut avoir notre repository sur une VM comme le cas de Git et GitHub sans aller sur Internet? Oui, alors on peut installer un registry en local, mais ça n'a pas de sens. Je vois pas l'intérêt d'avoir son propre registry. On ne dit pas repository, on dit registry. C'est un enregistreur, si vous voulez, d'images. Ça n'a pas de sens pour moi. Parce qu'une image, tu la télécharges une fois pour toutes et tu n'en as plus besoin. Si tu veux ta propre image, tu la builds dans le local. Ça, le registry, c'est juste pour aller récupérer des images distantes qui sont produites par la communauté ou là par des collègues si c'est du privé. Donc oui, on peut avoir un registry, il faut installer voilà, le système qui va avec, mais c'est pas, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Après, peut-être que je peux me tromper, hein, peut-être qu'il y a un intérêt, mais moi, personnellement, j'en vois pas. Voilà, je pense qu'on a fait quasiment 2 heures. C'est parfait, on va s'arrêter là. C'est bon, Mustapha? Je te laisse conclure. Shukran, Brahim. Merci. Une dernière question, Brahim, من عندي. Une dernière question, Brahim. راك معايا Brahim? Allez, اسمع فيك. Allô? Brahim? Oui. Donc, une dernière question concernant Mawaqit. Je نديرو شوية la publicité. Donc, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que كاين يقدروا ينستالوها هنا possible là? كيفاش يديروا؟ Alors Mawaqit c'est déjà présent في وهران ما شاء الله partout. Je vais te montrer déjà. Alors moi chéri وهران كاع في البلاد. Déjà là tu vois la carte. Donc هادو الجوامع اللي déjà فيهم Mawaqit aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour l'installer? Alors c'est très simple. Pour l'installer, c'est gratuit bien sûr. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'installer? Donc, il a par exemple. Oui, alors comme je disais, c'est gratuit, c'est un WARF, donc il n'y a rien à payer à part acheter une télé et un Raspberry. Ça, le matériel, bien sûr, on ne le fournit pas, donc c'est à la mosquée de se procurer en fait de ce petit boîtier et d'une télé normale qui m'a la Nafdar. Et puis allez sur notre site mawaqit.net, allez dans installer. Et n'importe quelle version de Raspberry. N'importe qui pour l'installer. N'importe quelle version de Raspberry. Tout est expliqué en fait dans cette page. Installer, vous avez une vidéo YouTube. Non, n'importe quelle version de Raspberry. N'importe quelle Raspberry. Alors ça c'est expliqué ici. On a besoin de la version 3 ou la version 4 du Raspberry. Donc même le matériel en fait, il a des liens ici pour pouvoir l'acheter. La télé, et puis voilà, le Raspberry il est prêt. Et puis en fait, là vous avez toutes les étapes, une par une, pour pouvoir installer Mawaqit. Donc c'est n'importe qui peut le faire. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a des installateurs, on va dire bénévoles, travaillent fissabillah, qui sont dans le bled. Il suffit de descendre en bas, choisir ici Algérie, et ça va vous ouvrir en fait un lien WhatsApp. Donc là, je suis sur mon ordinateur, mais sur votre téléphone, ça va vous ouvrir un lien WhatsApp avec un numéro de téléphone. Et parmi les frères, on va dire, qui sont dans cette association, ils vont vous répondre et vous orienter pour comment dire, pouvoir installer rapidement Mawaqit dans la mosquée. Mais franchement, c'est pas nécessaire, hein, c'est tellement facile et simple que n'importe qui. À part le matériel où c'est un peu compliqué de trouver en ce moment Fulblad, surtout Adal Raspberry, il n'est pas très disponible en ce moment, avec le confinement et tout. Il est difficile de trouver. Normalement, la version P3 ne sont pas chers. Ouais. Alors, d'après ce que j'ai eu comme information, les collègues Galouli, c'est un peu difficile en ce moment de se procurer un Raspberry, que ce soit 3 ou 4. C'est
un peu compliqué parce que après le confinement, Dawa Chouya Habset, donc le transport aérien. Oui, moi je confirme. Oui. Ouais. Oui. Mais voilà, pour plus d'informations, il faut aller sur mawarkit.net, le site. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a les chiffres, il y a la procédure d'installation, il y a le support si jamais il y a besoin. Et puis on a un truc intéressant pour les développeurs, on a une API. Donc ça, je m'adresse aux développeurs qui veulent par exemple se connecter à des API pour faire des choses bien. Donc par exemple des applications mobiles, ou là des systèmes domotiques, ou là des skills Alexa, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et ben on a une API qui est bien définie ici avec le Swagger, avec toute la documentation qui explique comment interagir avec Mawarkit. Bien sûr, il faut une demande d'un token de connexion pour pouvoir se communiquer avec notre API. Mais voilà, on a fait ça pour justement faire grossir un peu, agrandir l'écosystème Mawarkit et pouvoir accueillir d'autres projets comme des applications mobiles ou de la domotique. Ou demain, par exemple, on est en train de penser, tu vois, l'imagination ne s'arrête jamais, on est en train de penser d'intégrer Mawarkit dans les voitures connectées. Aujourd'hui, vous savez en fait que les voitures sont de plus en plus connectées. On a ce qu'on appelle les systèmes Apple Car ou la Google Car qui sont connectés tout le temps et on peut embarquer des systèmes qui vont nous faciliter la vie au quotidien quand on est en train de conduire. Et par exemple, on peut imaginer embarquer Mawarkit dans ce système-là pour faire rappeler la prière ou, très intéressant, quand on est sur un itinéraire, à l'approche d'une salade, par exemple, le système il va te dire attention, il y a une mosquée juste à côté, il reste 5 minutes pour faire la prière, il va te guider jusqu'à la mosquée la plus proche. Automatiquement, en fait, tu n'as rien à faire. C'est vraiment un système automatisé et pensé pour t'aider à faire la prière dans la mosquée. Voilà. Il y a plein d'idées comme ça dans la domotique pour automatiser des choses à la maison. Franchement, il y a afkar kbira ou bzaf ou ala dik on est ouvert à toute participation et des idées qui peuvent venir de partout pour nous aider à développer cette solution. Voilà Mustafa, j'espère avoir répondu à ta question. Shukran Ibrahim, merci beaucoup. Ayinak, Satin. Voilà, donc la prochaine fois, Inch'Allah, je ferai un autre sujet. Inch'Allah, pourquoi pas. Bon, on avait... Peut-être à la rentrée. Peut-être à la rentrée vers septembre, Inch'Allah, on va préparer quelque chose d'autre. On va faire un sondage comme d'habitude ou pas. On verra comment on peut s'organiser, Inch'Allah. Mustafa, il faut que tu motives Mohamed pour nous faire aussi un sujet intéressant. Mohamed qui travaille, il est avec nous aujourd'hui. Il travaille sur tout ce qui est l'API management, tout ce qui aussi, si je me rappelle bien, enfin, je sais plus en fait voilà. Je sais qu'il a travaillé sur l'API management. Je sais aussi qu'il a travaillé un peu sur le Kubernetes. Donc voilà, si Mohamed, tu peux le motiver pour nous faire un sujet, ça peut être intéressant. Mohamed Salah. Alors il est déjà connecté, mais on va faire en sorte de le motiver, Inch'Allah. Qui va, Amin? Qu'il est déjà parti, il est déconnecté, mais on va faire en sorte de le motiver. Inch'Allah, bon, on fera le nécessaire, Inch'Allah. Amin, toi aussi, tu reviens vers nous, un nouveau sujet. شكرا ابراهيم، شكرا امين، شكرا لكم. السلام عليكم. السلام عليكم ابراهيم. بارك الله فيك، شكرا. على la prochaine fois ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.